Alors c'est toujours intéressant d'écouter les différents, évidemment, les différents représentants de l'opposition en, en- en ce qui concerne la géopolitique. Voilà. Il y a quand même une certaine forme d'alignement, j'ai l'impression, des leaders de l'opposition sur la menace russe. Il y a Bardella qui nous parle de la menace russe, il y a Saraknafo qui nous parle à nouveau de la menace russe, et donc ça semble quelque chose d'acquis. Ça m'étonne. De cet alignement du narratif me surprend un peu. Et d'autre part, il y a une volonté de réarmer. Alors là, il faut trouver l'argent pour se réarmer, se réarmer, se réarmer. Certes, oui, oui, c'est bien d'avoir une armée, mais encore faut-il en avoir les moyens. Et se réarmer avant de trouver des solutions financières, ça me paraît un peu compliqué. Alors, se réarmer, pourquoi? Parce que nous sommes menacés. Nous sommes menacés par quoi? Nous sommes menacés par qui? Et il faut quand même bien identifier les choses aujourd'hui. Alors, il est quand même, il y a quand même une ambiance particulière aujourd'hui en France concernant justement le leitmotiv du réarmement, sans considérer que, oui, une armée, oui, mais il faut des militaires, il faut des hommes, il faut de l'industrie, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens pour mettre en place cette fameuse armée. Alors maintenant, on parle à nouveau d'un service militaire obligatoire, oui, bah oui, mais voilà, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est énorme comme chantier, et je pense qu'il y a des priorités dans notre pays avant tout cela. La priorité, c'est de arrêter l'immigration, d'arrêter l'islamisation et ensuite d'arrêter l'assistanat pour dégager des ressources de façon à effectivement se reconcentrer sur notre stratégie militaire, de développement militaire, parce que je pense qu'il doit y avoir, là, avec les éléments qu'on a eus avec cette dernière guerre en Ukraine, on s'aperçoit que l'action militaire est en train d'évoluer et que c'est plus les armes d'hier qu'il faut avoir, mais c'est des armes de demain. Et les armes de demain sont parfois moins coûteuses, plus efficaces. Et là aussi, avant de se précipiter à construire des chars ou je ne sais quoi, il y a peut-être à avoir déjà des individus capables de penser le réarmement de demain, du futur. Bref, ça aussi, ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup ça demande des gens visionnaires qui comprennent un peu les enjeux et qui tirent les conséquences de cette nouvelle guerre qu'il y a eu là en Ukraine, où la guerre a changé de visage aussi avec les drones, etc. Vous voyez, donc les belles intentions à l'emporte-pièce comme ça, rapide, je trouve ça un peu, bon, un peu facile. Bref, on va écouter Sarah Knafo et on va voir ce qu'on en pense, ce que vous en pensez également, bien sûr. Une situation malheureuse où ce serait une capitulation de l'Ukraine. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que toutes les nations européennes, et j'espère avec le concours des États-Unis, poussent la Russie dans le sens d'un cessez-le-feu et d'un accord de paix. Et cette paix, je le dis quand même, elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Ça ne doit pas être une capitulation, puisque l'objectif que je viens de vous dire, c'est que justement ne pas arriver à la situation où l'Ukraine perde la guerre, soit obligée, avec pertes et fracas, de signer un accord qui la désavantagerait fortement. Et quand je dis que l'accord de paix ne doit pas se faire à n'importe quelle situation, je pense à un point en particulier. Il faudra, on le sait, un accord de sécurité à l'issue. Il faudra des garanties pour qu'il n'y ait plus de février 2022 et que l'Ukraine ne soit pas réattaquée demain matin. Je pense que la première des garanties, c'est une armée ukrainienne forte. Je pense que c'est exactement ce que nous a montré la scène dans le bureau ovale. L'Ukraine est en train de comprendre qu'elle ne pourra pas compter éternellement sur ses alliés. Nous, parce que tout simplement on n'a pas des moyens éternels, peut-être qu'on parlera de la situation budgétaire gravissime chez nous, mais on n'a pas les moyens d'aider éternellement l'Ukraine. L'Ukraine a compris aussi que les États-Unis
était peut-être pas un allié si fiable dans la durée, et que par conséquent, elle ne pourrait compter que sur elle-même. Nous, c'est une leçon qu'on a tirée il y a bien longtemps dans l'histoire, ça s'est appelé le gaullisme militaire. Le général de Gaulle a compris qu'une nation devait se protéger elle-même. Je pense que l'Ukraine est en train de le comprendre aujourd'hui, et donc une première et la principale garantie de sécurité demain pour l'Ukraine, ce serait une armée ukrainienne forte, formée, dotée, qui monterait en puissance. À mon avis, Mais dotée avec quels moyens c'est-à-dire à nouveau l'aide des Occidentaux pour non, avec une renforcer cette industrie armée? ukrainienne. Et d'ailleurs, vous avez vu que pendant cette guerre, certains pays européens ont préféré aller faire des armes directement sur les sols ukrainiens. Ouais. Donc, ils vont leur laisser une industrie de défense. Donc, je pense que ça peut être... Mais ça suffira depuis jamais l'Ukraine. assez face à la première armée du monde, enfin la deuxième armée du monde, qui est celle de Russie. Heureusement, c'est pas la Russie n'est pas la première armée du monde. Je pense qu'en revanche, ce qui peut être très dissuasif, vous l'avez vu, ils ont tenu depuis 3 ans quand même. On est en 2025, la guerre a commencé en 2022. Très courageux. Ils ont des hommes, courageux manifestement, ils ont des armes. On a vu 350 milliards venus des États-Unis, énormément aussi venus des pays européens. On sait que par la suite, une fois qu'il y aura un accord de paix, et comme je vous l'ai dit, l'Ukraine est en train de comprendre que c'est son intérêt. Je pense que dans les jours qui vont venir, vous voyez que la situation change tous les jours. Bien malin qui peut dire on va aboutir, mais là vous êtes en train de voir que le président Zelensky est celui qui est le plus allant sur un accord de cessez-le-feu. Donc maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que tout le monde pousse dans le même sens et que la Russie soit contrainte par tous les autres à accepter cet accord de cessez-le-feu maintenant. En figeant la situation actuelle, Alors, contraindre la Russie dans les circonstances actuelles, ça me paraît bien audacieux parce que c'est la Russie qui, actuellement, évidemment, tient le manche de la négociation. Pourquoi? Parce que la Russie, aux dernières nouvelles, a gagné la guerre contre l'Ukraine. Et ça fait déjà 1 an que certains spécialistes le disent. Donc c'est clair qu'il s'agit d'une capitulation. C'est pas la peine de se masquer la réalité. On a une capitulation. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, dans cette histoire, a perdu la guerre. Et les Russes ont gagné la guerre. La preuve, c'est qu'ils ont gagné des territoires. Et d'une certaine manière, imaginez que l'Ukraine va se réarmer alors qu'on a, dans les négociations actuelles de paix, il y a des exigences de la part de la Russie, qui est le vainqueur de cette histoire. Elle dit non, il n'y aura pas d'armée ukrainienne. Ils veulent justement démilitariser l'Ukraine. Donc, déjà, nous, si on commence à dire que l'Ukraine doit avoir une armée forte vis-à-vis de la Russie, eh bien, on est mal engagé dans cette négociation de paix, puisque l'exigence de l'adversaire, c'est pas d'armée. On vous laisse tranquille. La Russie est en train de dire oui, vous pouvez rentrer dans l'Europe si ça vous chante, on vous laisse tranquille, mais pas d'armée à notre porte, pas de menace à notre porte. C'est ça l'esprit de Poutine, ce qu'il veut. Il veut une zone neutre, comme un peu les pays baltes. Il voulait, si vous voulez, c'est une zone intermédiaire, c'est une zone tampon, c'est une zone intermédiaire, tous ces pays limitrophes de la Russie. Et il peut y avoir une cohabitation, je dirais, en bonne intelligence entre ces pays qui seraient des pays qui se consacreraient à l'exploitation de leurs richesses et au développement de leur économie, sans pour ça, avec des partenariats avec la Russie, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas obligé de continuer la guerre et de se faire la guerre, toujours, mais simplement, il faut que cette neutralité puisse justement être la preuve de la bonne foi de ceux qui vivent à côté de la Russie. Sinon, on va retourner à la guerre. Si vous n'avez pas de neutralité et si vous avez un réarmement, évidemment qu'on va aller à la guerre, parce que il y aura toujours, si vous voulez, des protagonistes, j'arrive pas à le dire, qui vont chercher la noise, qui vont provoquer, qui vont à nouveau essayer de créer un conflit. Donc moi je pense que de ce côté-là, on doit éviter de rentrer dans un jeu où on réarme l'Ukraine
L'Ukraine, à mon avis, fait partie de la Russie d'une certaine manière, et je pense que l'Ukraine, par sa tradition, par sa culture, par plein enfin voilà, il y a un lien entre l'Ukraine et la Russie qui est indéniable. Alors l'Ukraine peut garder son autonomie, certes, mais on ne peut pas, avec un pays qui s'est vidé de la moitié de sa population, on ne peut pas espérer que ce pays va se réarmer. Déjà que nous, on a du mal, alors comment l'Ukraine va être capable de se réarmer et en plus de prétendre, si vous voulez, à nouveau se défendre devant une éventuelle invasion russe. Non, il faut d'une certaine manière accepter un statut neutre, démilitarisé, oui, bah oui, et donc rentrer dans une forme, retrouver, si vous voulez, une position qui faisait de l'Ukraine une forme de satellite, oui, de satellite autour de satellites bienveillants autour de la Russie. Je ne vois pas d'autre solution, moi, en ce qui me concerne, parce que sinon, ça va être une guerre perpétuelle avec des esprits revanchards et on n'en sortira pas. Bon, effectivement, la Russie a gagné la guerre, la Russie a une armée puissante, la Russie a appris beaucoup de cette guerre, et donc, si on veut arriver à apaiser les choses, bah, on doit accepter le marché qui consiste à considérer que dans la zone d'influence russe, bah, on cherche pas à développer des armes et des éléments qui sont susceptibles ensuite de se retourner contre la Russie. C'est un peu ce qu'exigent les Américains autour d'eux, voilà, ce qu'exigent les grandes puissances, la Chine aussi. Et bon, ensuite, on va écouter la suite de notre ami Sarah Knafo. Emmanuel Macron a évoqué de manière très claire la menace russe. Est-ce qu'il joue avec les peurs des Français ? Le fait que la Russie puisse constituer une menace, je pense que c'est indéniable. La Russie, comme l'Iran, comme la Chine, comme les États-Unis, si vous voulez, on pourra en reparler. Sur la Russie, oui, on voit très bien que, par exemple, en Afrique, il joue contre les intérêts français en formant des journalistes, avec de la propagande contre les intérêts français. Sur les cyberattaques, on sait, même si c'est pas toujours le gouvernement russe, que la Russie est un havre de paix pour les hackers, qu'ils ne sont pas sanctionnés et qu'il n'y a pas de collaboration pour les faire sanctionner quand ils peuvent hacker nos hôpitaux. Donc oui, la Russie est une menace. Il y a aussi la menace de l'Iran. Il ne faut pas minimiser aussi la menace de certains États islamiques qui ont de grandes diasporas en France et qui parfois jouent sur cette diaspora pour attaquer nos intérêts ou nous déstabiliser. Donc que ce soit une menace, pas de débat là-dessus à mon sens. Ensuite, pas de débat là-dessus à mon sens. Alors, la menace russe, la menace de l'Iran vis-à-vis d'Israël, je veux bien, vis-à-vis de la France, c'est quand même un peu, voilà quoi, c'est pas trop quand même une menace. Et puis ces fameuses menaces, c'est nous qui les avons fabriquées, hein, pas non plus avoir la mémoire courte. Et puis la Russie, c'est pareil, la Russie, pourquoi comme la nature a horreur du vide et que les Africains nous ont foutus dehors, évidemment, ils sont rentrés dans la faille et ils occupent mais il n'y avait pas en Afrique, il n'y a pas que la Russie, il y a la Chine aussi, puis les Américains sont toujours là-bas. Donc ça dépend de nous, de notre... Ça aussi, c'est nous, c'est nous qui avons créé cette situation. Sinon, tu provoques les autres. Bah, les autres, ils finissent par se défendre et t'attaquer également. C'est légitime. Enfin, bref. Donc là aussi, il y a une forme de narratif obligé qui consiste à absolument désigner les Russes comme une menace. Les Américains sont une menace bien plus importante pour l'Europe que la Russie, parce que la Russie a cherché pendant Vendée une alliance avec l'Europe. La Russie de Poutine voulait même rentrer dans l'OTAN, donc ils n'avaient pas du tout cet état d'esprit de nous nuire. Ils cherchaient plus une collaboration, et c'est ça qu'on a du mal à accepter, tout au moins, c'est ça qui est caché aux gens. On cache cette histoire, alors que les Américains, eux, d'une manière très pragmatique, ils ont cherché à démanteler l'économie européenne, notamment notre économie à nous. Ils ont racheté des morceaux de notre industrie et ils sont très offensifs, les Américains. C'est les Américains qui ont mis Merkel et Hollande sur écoute. Donc là aussi, il faut pas être niais. Et donc voilà, la Russie, non, on est dans un monde où, dans un monde où il faut tenir sa place, où il faut être effectivement fort.
mais on n'est fort qu'avec des dirigeants qui sont forts, mais pas avec des dirigeants comme on a eu qui sont extrêmement faibles. Et là, nous nous faisons avoir dans tous les sens et de tous les côtés. Et c'est donc, il faut, je pense, arrêter à nouveau d'alimenter un discours russophobe, parce que les Chinois aussi peuvent être un danger. Enfin, je veux dire, la Terre entière, c'est la vie qui est comme ça, c'est la vie des nations qui est comme ça. Il y a une forme d'hostilité les uns vis-à-vis des autres, il y a des attaques sournoises, il y a une guerre commerciale, oui, ben oui, 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 oui. Mais pas spécialement les Russes, tout le monde, au même titre, tous les étrangers. Les Allemands, vous pensez qu'ils sont gentils avec nous? Pareil, quand ils sont rentrés dans l'Europe, ils nous ont bien eus, hein. Ils ont tiré avantage de cette situation. Ils nous ont baisés avec leur euro. Donc, vous voyez bien, et les Anglais, qu'est-ce qu'on doit dire des Anglais? C'est la même chose. Donc, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter avec cette russophobie en ce moment, parce que ça correspond à un narratif qui est développé par le pouvoir, et j'ai l'impression que tout le monde se range là-dessus. Ce qui est une erreur, à mon avis, c'est une erreur capitale. Mais ça me fait penser à l'histoire du Covid, où tout le monde était d'accord sur les vaccins. Oui, le vaccin, c'est vraiment bien, finalement, oui, pour la comorbidité, tout ça. Bon, faut pas que ça soit obligatoire, mais c'est bien. Hein, moi, je les entends, même ces gens-là, pendant la crise sanitaire, qui n'avaient pas le courage de s'opposer à ce vaccin qui était expérimental. Il n'y a pas eu beaucoup de politique pour s'exposer à ça. Et donc, ils ont été très peu nombreux. Il y a eu Philippot, Dupont-Aignan, hein, puis Asselineau, c'est les trois. Donc, franchement, là, moi, je la sens pas trop, Sarah. Bon, allez, bonne journée, à bientôt.